On va lancer un générique imaginaire. D'accord. Donc, fermez les yeux et imaginez le générique qui dure 5 secondes. Un week-end, un métier, un podcast. WeCast. Comment vous l'avez trouvé? Génial. Court. Ouais, mon ex c'est pareil. Bon, j'ai arrêté avec cette blague Non, maintenant. on a dit qu'on arrêtait. Bienvenue Emmanuel dans WeCast, le podcast qui parle des métiers et des personnes avant tout. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Alors moi, je suis infirmière puéricultrice. J'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant plus de 10 ans et ma spécialisation en tant que puéricultrice est très récente. Pourquoi? Parce que j'aime tout ce qui est dans le paramédical et les enfants. Du coup, ça combine les deux. Trop bien. Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, est-ce que tu peux nous faire tout ton parcours de limite lycée jusqu'à aujourd'hui? Donc du coup, j'étais au lycée à Mulhouse, Albert Schweitzer, où j'ai fait une seconde et une première et terminale sciences économiques et sociales. Vu que le L et le S, voilà, ça me correspondait pas, j'ai pris celui qui restait. Pendant ces années lycéennes, j'ai travaillé en tant que ASH, agent de service hospitalier, dans un EHPAD, dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. Donc je faisais tout ce qui est soins nursing, aider au repas, aider à la toilette, tous les gestes de la vie quotidienne en fait, pendant mes vacances scolaires, que ce soit l'été ou l'hiver. Ma dernière année aussi de lycée, j'ai fait mon BAFA pour être animatrice avec les enfants. Donc j'ai adoré aussi. Et c'est vrai que ces deux côtés-là, je me suis dit, j'aime beaucoup la santé, les hôpitaux, et j'aime aussi les enfants. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Quel métier existe pour ce type de parcours? Et du coup, j'ai trouvé puéricultrice. Ok, d'accord. Et pour faire ça, il faut faire d'abord 3 ans d'infirmière. Ok. Donc, c'est sur concours. Donc, après mon bac, j'ai tout de suite fait dans la foulée les concours. Donc, j'en ai fait 3 dans les alentours de Mulhouse. J'ai eu les 3 à l'écrit, mais à l'oral, j'ai eu Mulhouse. Donc, du coup, je me suis lancée dans Mulhouse pour 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'ai travaillé au Saint-Sauveur aux urgences, à l'accueil, donc le soir. Donc, en fait, pour payer aussi un peu mes choses à côté, j'étudiais la journée, je travaillais le soir, donc en horaire de 19h minuit. Et donc, l'école d'infirmière, ça correspond à plusieurs mois de cours, un mois de stage. Donc, dans l'année est très dense, on fait 5 stages par an. Donc, ça fait 15 endroits différents où on va sur la psychiatrie, la médecine, la chirurgie, le domicile. Voilà, on voit vraiment un peu de tout. Et là, j'ai fait 2 stages qui m'ont marqué en crèche, donc avec les enfants, et en néonat, chez les tout bébés, chez les tout petits. Ok. Et du coup, là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment le métier où je me vois. Là, c'est pour toi. C'est pour moi, quoi. Et du coup, sachant que cette spécialité, une fois qu'on fait cette spécialité, on revient rarement chez les adultes. Je voulais d'abord maîtriser en tant qu'infirmière. Et donc, j'ai décidé de ne pas tout de suite faire la spécialisation, parce que déjà, au bout de 3 ans, j'en avais marre. J'ai fait mon diplôme, on fait un mémoire. C'est vrai que c'est 3 ans très, très intenses. Voilà, j'avais envie de travailler, j'avais envie de gagner ma vie et de me lancer dans le parcours professionnel, enfin, de travailler, quoi, tout simplement. Et du coup, après mon diplôme, j'ai travaillé tout de suite en réanimation médicale, donc chez les adultes. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve les arrêts cardiaques, on y trouve les pendus, on y trouve les détresses respiratoires importantes, voilà, tout ce qui est complications multiviscérales, où la personne est un peu entre la vie et la mort, où on met dans le coma artificiel. Voilà. Donc c'est un service aussi très dense, très technique. Psychologiquement aussi, parce que alors on dit oui, la personne elle est endormie, mais oui, mais il y a tout le côté relationnel quand la personne elle a que les yeux pour te répondre. Donc c'est vrai que c'est aussi toute une une démarche aussi, un savoir-être. Il y a la famille aussi à côté. Donc voilà, c'est vrai que ces 3 ans et demi ils ont été très riches émotionnellement, professionnellement. C'est vrai que j'ai adoré ce service.
Et en fait, j'ai décidé de demander une dispo, parce que du coup, j'étais fonctionnaire dans la fonction publique, pour partir à l'étranger. Ok. J'avais un rêve de travailler à l'étranger en Espagne. Et du coup, le temps de préparer les papiers, les autorisations, voilà, il fallait à peu près 6 mois de papiers. Et donc, j'ai débarqué dans la capitale d'Espagne, à Madrid, où j'avais ni travail, ni appartement, où c'était, bon, allez, je me laisse 3 mois, vu que j'avais fait tellement d'heures sup pendant ces 3 ans. J'avais 3 mois de salaire. Et donc, là, j'ai 3 mois pour trouver un travail, sinon je rentre. Donc, j'ai rien à perdre. J'avais un appartement que je venais d'acheter, donc je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais? Bon, hop, je le mets en location. Mon frère, tiens, il cherche un appart, ça tombe bien. Donc finalement, les choses se sont posées comme ça. Et donc, j'arrive dans la capitale, et là, le travail, c'est un peu plus dur, c'est un peu différent. En France, on a un travail assez facilement. En Espagne, pour travailler dans le public, il faut passer des oppositions, un examen en fait en plus. Voilà, la situation là-bas, elle est un peu plus compliquée pour trouver un travail tout de suite. Mais je me mets un peu sur les réseaux, sur Indeed, sur les choses comme ça. Et le premier poste qui s'offre à moi, c'est monitrice, pour accompagner des personnes handicapées adultes en vacances. Ok. Donc voilà, je suis partie 1 semaine à Almeria, dans le sud de l'Espagne, pour accompagner des personnes handicapées en tant que monitrice. Et donc là, ça a été génial. Alors, c'est une expérience où on travaille 20 heures sur 24, parce que c'est du matin au soir. Genre le handicap ne s'arrête pas entre 18h et 6h du mat, quoi. On les aide Désolé, pour les amis. se servir. Il faut pas parler trop près du micro. Moi, je vais monter le gain du coup. Merci. Merci pour cette intervention, Jules. Je savais que je vous avais manqué. C'est Maxime du futur qui appuie sur pause durant votre podcast préféré pour vous informer que la douce voix que vous venez d'entendre était celle de Jules. Il a été le co-ingénieur son pour l'enregistrement de WeCast. Un immense merci à lui et mon père qui l'a assisté. Allez, je vous remets ça. Du coup, voilà, on s'occupait d'eux du matin au soir, et puis il faut trouver des activités, aller à la plage avec des personnes en chaise roulante. Enfin, voilà. C'était assez... ouais, c'était une expérience riche aussi émotionnellement, et c'était une super équipe. Donc ça, c'était mon premier, on va dire, pas mon premier pas en Espagne, quoi. Ouais. Et après, de fur et à mesure, j'ai pu avoir un poste en maison de retraite grâce à la cousine d'Espagne, qui a entendu dire qu'il cherchait une infirmière en T'as de la maison famille retraite. du coup en Espagne? Voilà, c'est ça. Ma mère est espagnole, et donc du coup, j'ai pu être aidée à ce moment-là. Et là, du coup, j'ai travaillé 1 an dans une maison de retraite, où on m'a aussi proposé un poste d'infirmière coordinatrice. Donc, je l'ai fait pendant 3 mois, en plus de mon poste infirmière. Donc, ça veut dire que dès que j'avais un moment que j'avais fini ma tournée de médicaments, hop, je switchais dans ma casquette infirmière coordinatrice, où je gérais, parce que là-bas, c'est une autre gestion par rapport à la France, avec les ordonnances, avec le matériel, donc la gestion aussi des plannings, la gestion du matériel, des commandes, tout ça. Je l'ai fait 3 mois parce que c'était un salaire un peu moindre par rapport aux heures, donc j'ai pas tenu longtemps. Et je voulais d'autres choses. Je voulais un service un peu plus conventionnel. Et du coup, je me suis dit, bon, j'arrête mon CDD. De toute façon, c'est que des CDD, donc je continue pas, et je veux vraiment une clinique. Du coup, je postule dans 200 centres près de la plage, parce que j'ai envie de la mer. J'ai dit, la Madrid, c'est super sympa. C'est déjà. J'adore. Mais voilà, je veux un peu le côté mer. Et du coup, je postule à Barcelone, à Valence, dans toute la côte, dans les îles aussi, à Majorque, à Ibiza, à Menorca, à Tenerife, enfin vraiment toutes les îles, tout ce que je vois où je peux postuler, je postule. 0 réponse. Donc j'envoie 200 CV, j'ai 0 réponse. J'ai 4 mois de chômage, parce que là-bas, le chômage est un peu réduit par rapport en France. 4 mois de chômage, donc je me dis, bon, je fais quoi? Alors, j'attends un peu. Ça faisait combien de temps que tu étais du coup sur Madrid, à ce moment-là, quand tu envoies les CV? Ça faisait 2 ans. Ok. Ça faisait 2 ans, enfin, ça allait faire 2 ans. Et du coup, je me suis inscrite en tant que volontaire à la Croix-Rouge espagnole, pour faire du secourisme. Et pour aussi aider des enfants défavorisés pour les devoirs. Donc ça, c'était chouette aussi, c'était des petites activités. Après, il y avait des petites activités, dont du sang, enfin voilà, par-ci, par-là.
Et du coup, arrivé à un mois où il me restait un mois de chômage, je me suis dit, bon là, il faut prendre une décision parce que sinon, tu dois retourner en France. Et je me suis dit, bon, ben allez, je vais à Barcelone, on va dire c'est à 5 heures de route. C'est là où il y a le plus d'hôpitaux, donc du coup, je vais là-bas. Donc pareil, j'ai une après-midi pour trouver une colocation. Donc je visite 6 colocations le même jour. J'avais pris un Airbnb le soir. Et pareil, pas de travail, quoi. Donc du coup, j'y vais. Et je trouve la colocation que je veux, elle est déjà prise parce que là-bas, en Espagne, il faut être... C'est comme dans l'auberge espagnole, c'est-à-dire tu as une grande queue dans les escaliers. Ah oui, non, mais il faut être vraiment avoir ton ticket. Si elle te plaît, il faut dire tout de suite qu'elle t'intéresse parce que sinon, elle part vite. Tu peux nous redire ton âge au moment où tu arrives à Barcelone? Je suis arrivée à Barcelone, j'avais 26 ans. 26 ans, d'accord. Donc là, j'en ai 28 quand je débarque à Barcelone. Et là-bas, donc je trouve ma coloc. Et ben là, toutes mes journées, je vais moi-même en fait. Je me fais vraiment un planning de la carte. J'imprime la carte et je repère tous les endroits où j'aimerais travailler. Et je vais sur place et j'envoie en mail. En fait, je fais double pour vraiment qu'ils aient mon CV en disant, voilà, moi, je veux travailler. Et du coup, au bout de 15 jours, j'arrive en mai 2015. Au bout de 15 jours, j'ai un appel. Comme quoi, ils ont besoin de quelqu'un, mais ils appellent ça remplaçante. En fait, infirmière remplaçante, c'est-à-dire on t'appelle un jour et on dit est-ce que tu veux venir bosser, voilà. Donc j'ai dit, de toute façon, j'ai rien d'autre, donc oui, j'accepte. Et au final, ils me proposent un poste en maternité de nuit. Donc moi, ok, tout bénef pendant 3 mois, donc c'était le mois d'été. Donc pareil, je bosse 3 mois en maternité. Donc là, c'est vraiment un peu où je rentre dans une clinique privée. Voilà, ça change de Madrid à Barcelone. Et du coup, là, je travaille 3 mois de nuit. C'est à nouveau Maxime du futur et vous l'aurez compris, il y a eu un problème de son. Je vous remets ça. Et au bout de 3 mois de nuit, on me dit écoutez, on n'a pas assez pour avoir un 100%, on réduit ton travail de moitié. Ok. Bonne nouvelle. Merci. C'est pas comme en France où... Donc, je me retrouve avec un 20h. Je me suis dit, je peux pas. Donc, du coup, je cherche une autre clinique pour travailler, pour compenser. Donc, je travaille dans 2 cliniques différentes. Avec moitié de nuit, il faut que je reste de nuit. Donc, moitié de nuit dans une et moitié de nuit dans l'autre. Donc, je combine un peu les deux postes, les 2 hôpitaux. Et donc là, je deviens un peu infirmière volante. C'est-à-dire que je fais de la maternité, de l'oncologie, de la traumatologie, de la médecine, de la chirurgie. Voilà, je fais un peu plus de services. Voilà. Et donc, c'est des nouvelles équipes, c'est des nouveaux patients. Enfin, voilà, ça va changer du tout au tout. Et du coup, je fais ça pendant 1 an. Et au bout d'un moment, c'est vrai que d'avoir 2 postes, il faut voir pour les vacances, il faut toujours être en accord. C'est un peu compliqué. Et là, je décide de postuler dans un service où je reste, et 2 jours, parce que la nuit, ça va un temps. Et là, je trouve un poste dans une clinique où je travaille 2 jours, du matin, parce qu'en Espagne, c'est où tu travailles du matin, ou d'après-midi, ou de nuit. C'est pas comme en France où tu as les 3-8. Là-bas, c'est tu as un poste, tu le gardes. C'est ça. Et du coup, là-bas, j'ai travaillé 1 an et quelques. Et là-bas, j'étais aussi infirmière volante, entre la médecine, la chirurgie et la réanimation médicale aussi. Du coup, infirmière puère, tu en avais l'envie depuis dès que tu as commencé tes études d'infirmière? Oui. Ok, donc c'était vraiment genre tu savais que tu voulais, c'était ta finalité et tu as fait quelques petits... En fait, pour moi, voilà, suite à mon parcours d'Espagne, toutes les infirmières là-bas, elles avaient un post-master, donc elles avaient une spécialisation. Et c'est vrai que cette spécialisation, ça me trottait encore un peu plus dans la tête. Et je me suis dit, j'ai envie de me spécialiser. Et là, je pense que j'ai fait le tour avec les adultes, parce que le but, c'était ça, en fait. C'était de faire mon métier infirmière puéricultrice, mais d'abord de maîtriser mon métier en tant qu'infirmière, d'être avec les adultes, de faire tous les services qui m'intéressaient, les urgences, la réanimation, la médecine, la chirurgie. Au moins, je sais un peu à quoi m'attendre. Et du coup, quand je suis rentrée en France, il y avait un poste qui se libérait au Diaconat en USC, unité de soins continus. Donc là, c'est tout ce qui est post-opératoire. Donc après une grosse intervention, par exemple de la carotide, on recevait les patients. Alors c'était un service où ça tournait assez rapidement.
on avait des patients qui restaient 24 heures ou 3 jours, 4 jours, parce qu'il y avait une opération du côlon ou de la vessie qui prenait un peu plus de temps. Et donc là, ce service aussi, j'ai beaucoup adoré, l'équipe, la technique. Mais voilà, mon projet me venait de plus en plus. Et du coup, là, je décide de passer le concours. Mais avant ça, il faut être financé parce que ça coûte. Et c'est vrai que retourner en tant qu'étudiante quand on a l'habitude de travailler, c'est plus compliqué. Donc, du coup, je demande à la DRH comment ça se passe pour me payer cette formation. Elle me dit, pour cette année, c'est trop tard. T'as loupé le coche parce que c'était fin août et on était en septembre. Et en plus, il y a déjà quelqu'un qui est parti pour l'école, donc c'est trop tard. Bon. Du coup, là, j'ai un collègue qui me parle d'un organisme qui s'occupe des entreprises privées pour se former, pour une réorientation. Donc, du coup, je monte le dossier. Donc, le dossier, il dure au moins 6 mois. Il y a beaucoup de choses à écrire. Il faut faire un peu un inventaire de toutes les organismes de formation, donc combien ça coûte, combien ça reviendrait, est-ce qu'il faut dormir sur place, parce que bien sûr sur Mulhouse, il n'y a pas d'école, c'est ou Strasbourg, ou Besançon, ou Nancy, donc il y en a très peu, en tout cas dans les alentours, c'est au moins à 1 heure de route, donc voilà, il faut s'organiser. Et du coup, après tout ce chemin de dossier, je réussis mes 3 concours, donc je suis prise dans les 3 concours. Donc j'ai fait Besançon, Strasbourg et Nancy. Et un mois avant la rentrée, je sais que mon dossier est accepté. Et du coup, là, enfin, je peux souffler. Et du coup, je décide de faire les allers-retours. Donc c'est 2 heures aller, 2 heures retour pour aller à l'école. Et donc, voilà, je rentre enfin dans l'école de puéricultrice, où là, c'est 1 an intense, où il y a 1 mois de stage, 1 mois de formation. Il y a 5 stages dans l'année avec un mémoire à écrire à la fin, avec bien sûr des exercices et des devoirs à écrire régulièrement. Ouais, enfin, des cours, quoi, d'une certaine manière. Tu reprends les études, quoi. C'est ça, je retourne sur les bancs de l'école après 10 ans de travail. Et comment tu le vis, ça, ce retour à la scolarité, entre guillemets? J'adore, j'achète mon nouveau sac à dos, je ressors ma trousse. Est-ce qu'il a des roulettes? Non, je vais pas La liste de fournitures au mois de septembre. Avec tous les bouquins. Je retrouve ma petite trousse et voilà, je repars. Et c'est vrai que j'ai une soif d'apprendre et c'est vrai que je me mets au premier rang de la classe parce que je veux tout écouter. Est-ce que tu avais... du coup, les étudiants avec qui tu étais, ils avaient la même tranche d'âge que toi ou justement ils étaient plus jeunes? Et qu'est-ce que tu as senti de cette différence? Alors, quand je suis rentrée à l'école, j'avais 34. Je me suis dit, oh là là, mais ça se trouve, je vais être une des plus vieilles. Et finalement, non. Il y avait, on va dire, la moyenne d'âge, c'était la trentaine, 25-30 ans. Mais il y avait encore des collègues de 40 ans, 45 ans même. Okay, donc, finalement, il y avait à peu près, on était 45 élèves. Il y avait moitié qui sortaient de l'école, donc qui étaient tout jeunes, des années 2000. Et moitié qui avait déjà de l'expérience, qui avait déjà travaillé. Donc, ça rassurait d'avoir un peu les deux côtés, quoi. Est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose de différent quand tu étais étudiante après le passage du travail, de l'avant, quand tu connais pas le monde du travail? Oui. Le vécu? Alors, étudiante infirmière, on sort du lycée. Donc, voilà, c'est vrai qu'on ne nous laisse pas faire grand-chose ou les choses un peu ingrates. Là, étudiante puéricultrice, je suis déjà infirmière, je suis déjà diplômée. Donc, j'ai déjà un diplôme, mais j'ai le statut d'étudiante puéricultrice. Donc, cette situation, parfois, elle a été un peu difficile. Parce que d'un côté, on est déjà professionnel, mais de l'autre, je suis étudiante pour une spécialité. Donc, par moment, c'était pas facile de jouer là-dessus. Ouais. Et le rapport par rapport à toi, dans le sens de ta sensation, est-ce que être étudiante, ma question, c'était plus... quand tu étais étudiante avant de rentrer vraiment dans le métier du médical et être étudiante plus tard, quand tu as vu qu'est-ce que c'était, est-ce que tu es allée avec la même chose? Est-ce que justement ton rapport au travail était différent? Oui, forcément. On a déjà travaillé, donc on a des automatismes qu'on n'a pas quand on n'a pas travaillé. Donc forcément, c'est pas pareil en tant qu'étudiante avec aucune expérience et étudiante avec de l'expérience. On le voit tout de suite quand quelqu'un a déjà travaillé et les mécanismes se font spontanément et rapidement.
Du coup, suite à cette année riche en émotions, on fait 5 stages. Donc, on fait un stage en maternité, un stage en crèche, un stage en PMI, un stage Tu peux nous expliquer ce que c'est que la PMI? Oui, donc c'est la protection maternelle infantile. C'est un centre qui est géré par l'État pour aider les familles, pour aider les jeunes mamans, les jeunes familles dans le monde pour les aider en fait avec leurs enfants. Donc il y a des consultations avec les médecins. Donc c'est pour les consultations standards quand on a un enfant, les 2 mois, pour les vaccins, pour voir le développement de l'enfant. Et il y a aussi tout un accompagnement pour des situations un peu où la maman ou la famille est un peu en demande pour tout ce qui est éducation de développement. Ensuite, il y a un autre stage en réanimation ou urgence. Et il y a un autre stage en pédiatrie. Voilà, j'ai pu faire mes stages entre Mulhouse et Colmar, sachant que l'école était à Strasbourg, donc j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu besoin de me lever à 4 heures du matin pour aller sur Strasbourg. Et suite à ça, j'avais tout de suite déjà mon idée. En fait, avant de commencer l'école, je savais où je voulais travailler. Et je l'ai demandé en stage. C'était la réanimation néonatale. Ok. Et donc là, enfin, je postule. Et en fait, j'ai postulé avant même d'être en stage là-bas. Donc en fait, j'étais engagée avant même d'être étudiante dans ce stage. Donc c'est vrai que la situation était un peu bizarre, que les infirmières puéricultrices qui m'encadraient, c'était mes futurs collègues et presque tout le monde le savait déjà. Donc c'est vrai que la situation était un peu particulière. Mais voilà, mon stage, je l'ai adoré. Du coup, j'ai validé mon diplôme et donc du coup, je me suis laissé quand même 1 mois de vacances. Et après, j'ai commencé mes débuts là-bas. Où les débuts ont été pas faciles parce qu'entre ce qu'on s'imagine et ce qu'après on doit faire, c'est vrai que entre l'adulte et les enfants et là les prématurés, c'est vraiment un monde vraiment à part. Il faut savoir que le prématuré, donc on accepte à partir de 24 semaines normalement et 500 grammes. Donc voilà, tout est immature, le cerveau, le foie, le système digestif, les poumons. Et donc, du coup, ça entraîne beaucoup de répercussions. Et du coup, c'est vrai que toute cette gestion déjà de ce nouveau être qu'il faut connaître et appréhender, voilà. Avec la famille aussi. On travaille avec un incubateur, donc ça veut dire qu'on a les mains dans l'incubateur. Donc, voilà, c'est toute une gestion aussi à soigner. C'est pas pareil que quand on a un grand lit ouvert. Là, on a juste les 2 mains qui rentrent dedans, sachant que c'est un incubateur qui est à une 30aine de degrés avec 70% d'humidification. On a une blouse, donc c'est vrai qu'on a un masque. Des fois, on a des charlottes, donc c'est vrai que c'est un univers où on a très chaud. Et du coup, il faut être... c'est des petits bébés, donc du coup, des prématurés. Donc du coup, il faut avoir les gestes doux, les gestes tendres. Et c'est vrai que la dextérité est différente par rapport à l'adulte à ce niveau-là. On sent beaucoup d'émotions quand tu nous parles Ouais. de ces moments-là. Est-ce que vous apprenez à gérer les émotions? Parce que pour nous qui ne sommes pas du métier, ça nous paraît être une charge émotionnelle incroyable. Est-ce que tu as appris? Tu as une boîte à outils pour ça? Non, on n'apprend pas, même si on est formé, on va dire, sur la technique, sur tout ça. L'émotionnel, ça s'apprend au fur et à mesure. Et après, bien sûr, il va y avoir des tables rondes où, par exemple, on va avoir une formation soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs, c'est quand on décide de plus faire de soins invasifs et on va laisser l'enfant partir. Voilà, c'est vrai que là, il va y avoir une approche psychologique aussi des soignants pour accompagner le bébé et sa famille, parce que c'est vrai que c'est une situation particulière et ça demande... forcément, il y a un peu un investissement émotionnel, même si, voilà, en tant que professionnel, on garde la distance aussi. Et c'est vrai que c'est à chaque fois ça. On travaille sur la distance, pas trop être proche, pas trop être froid. Voilà, c'est toute une gestion du quotidien. Mais ça, j'avais déjà appris en tant qu'infirmière. Ouais, dans nos urgences ou tout ça, ou pareil, tu as Voilà. des gros cas sévères, quoi. J'avais une question par rapport à ça. Les enfants prématurés, vous les suivez sur combien de temps? Alors, bonne question.
En fait, il y a 3 services de néonatal. Il y a la réanimation, il y a les soins intensifs et la médecine. Donc en fait, c'est un peu comme l'école maternelle. C'est-à-dire qu'en première année, ils sont chez nous. Ils restent quelques temps. Alors, il y a des critères pour qu'ils aillent en deuxième année. Mais on va dire, c'est qu'ils soient stables, déjà. Qu'ils ont un système qui les aide à respirer, mais moindre. Ça se peut qu'ils n'ont pas plus de perfusion. Enfin, voilà. On va dire qu'il y a un certain critère pour qu'ils aillent en deuxième année, donc aux soins intensifs. Donc on va dire chez nous, si c'est un 24 semaines, il va rester au moins 1 mois, voire 1 mois et demi chez nous. Et après, il ira aux soins intensifs, où là, il va rester aussi plusieurs semaines pour après aller en médecine. Et en fait, la médecine, c'est vraiment, on prépare le retour à domicile. Donc si les mamans allaitent, voilà, préparer si l'allaitement se met en place pour le retour à domicile. Mais on va dire c'est en général les 3 services où ils vont suivre un peu leur parcours. Après, ça se peut que pour des raisons de lit, parce qu'il manque un lit, il n'y a pas de place, qu'ils aillent de chez nous jusqu'en médecine parce qu'ils vont tellement très bien qu'ils peuvent sauter une classe et du coup aller directement en médecine. Mais en règle générale, les bébés, en tout cas prématurés, restent très longtemps, plusieurs semaines. Après, on a aussi des enfants qui sont nés à terme et qui présentent une détresse respiratoire à la naissance. Donc, ils ont une mauvaise adaptation au moment de l'accouchement, donc que ce soit par césarienne ou par voie basse. Et donc là, ils sont chez nous. Et selon les prises de sang, l'examen que le médecin aura fait, on poussera et du coup, on mettra les thérapeutiques qu'il faut. Mais là, ça peut être de 1 jour à 3 jours, par exemple, chez nous, et après, ils retournent en maternité chez la maman. Donc, on va dire les gros, nous, on les appelle les gros, parce que par rapport aux prémas, entre 500 grammes et 3 kilos, voilà, eh ben, ils retournent rapidement en maternité ou en service de médecine, et les prématurés extrêmes, là, ils restent plusieurs semaines chez nous. Ok. Quel événement, enfin, qu'est-ce qui a pu te bloquer dans le parcours ou qu'est-ce que tu as eu du mal à gérer dans ton parcours pro et où tu as dû aller au-delà? Quelle épreuve tu as ressenti dans ton parcours où tu t'es dit là vraiment c'est dur, mais bah, là maintenant avec le recul, t'en es ressorti? On va dire, ce qui a été éprouvant pour moi, c'est en fait, quand on t'appelle pour dire il faut chercher un bébé en salle. Donc du coup, tu vas avec ta couveuse de transport. Donc c'est un gros lit roulant avec 2 bouteilles, une bouteille d'oxygène, une bouteille d'air avec le respirateur. Et du coup, il faut aller en salle de réveil avec la sage-femme et le médecin. Et du coup, là, c'est vrai que les débuts où en fait tu vois ce petit qui respire pas et qui est tout blanc. Là, tu dis, là, tu perds un peu tes moyens en disant, ouais, je sais pas si je vais être capable. Heureusement que j'étais accompagnée par ma collègue, mais c'est vrai que sur le coup, mais qu'est-ce qu'on fait tout de suite là? Enfin, c'est quoi la priorité? C'est vrai que voilà, c'est le côté un peu où on se dit, mince, là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit réagir? Ça a été un peu éprouvant. Il n'y a jamais un événement qui t'a fait douter de ton choix? J'ai l'impression que depuis le début, tu as l'impression que tu as une carrière qui est tracée vers ça. Et est-ce que ça t'est arrivé à des moments clés, peut-être après un événement fort en émotion ou juste un matin où tu t'es dit, tiens, j'aimerais faire autre chose? Est-ce que tu as eu des envies d'autres métiers, des doutes sur ton parcours, des envies de changer? Alors, envie de changer de service peut-être, mais de mon métier, pour le moment en tout cas, ça me satisfait. Du coup, je me suis inscrite, on a une application avec l'hôpital pour faire des remplacements. Donc, j'ai remplacé aux urgences, chez les grands-enfants. Donc, les grands-enfants, c'est de 3 à 15 ans. Et du coup, c'est vrai que n'importe quel service a son... On va dire, c'est... ça part de connaissances, en fait. C'est très intéressant parce que, par exemple, chez les grands-enfants, de 3 à 15 ans, on passe d'un petit enfant de 3 ans à un adolescent de 15 ans. Et c'est vrai que la prise en charge est complètement différente. Mais après, j'ai toujours été un peu attirée aussi par tout ce qui est holistique. Mais c'est vrai que je reviens quand même... avec ce métier où j'aime beaucoup la technique, l'hôpital, en tout cas pour le moment, ça me plaît de travailler
dans le milieu hospitalier et avec les enfants. Au total, t'es resté combien de temps en Espagne? Alors en tout, 5 ans et demi, donc 2 ans à Madrid et 3 ans et demi à Barcelone. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir ou qu'est-ce qui t'a fait rester aussi longtemps en Espagne? Parce que quand on a parlé dans ton parcours, ça semblait être genre comme un Erasmus, c'est-à-dire je pars pendant 2 ans, je reviens Ouais, avec de la tequila et du citron, mais c'est ça. Mais au début, je m'étais donné, allez, je me donne 6 mois, 1 an. Et en fait, ça m'a tellement plu que après à Barcelone, je travaillais le matin, j'allais à la plage l'après-midi. À qui ça ne peut ne pas plaire? Après le soir, je sortais danser. Donc franchement, c'était des années où je me suis éclatée, quoi. Quand je travaillais de nuit, j'avais tous mes samedis soirs. Donc en fait, je profitais de la vie vraiment à plein tube, quoi. J'étais célibataire, donc voilà, bien sûr, j'ai eu des rencontres, mais c'est vrai que c'était vraiment de chouettes années où voilà, où je travaillais, mais je m'éclatais à côté aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'était chouette. Et puis le temps aussi, il y a tout le temps du soleil, la plage, j'ai pu voyager. Donc voilà, je me déplaçais en Blablacar pour aller visiter l'Andalousie, pour aller visiter voilà, par-ci, par-là. Et c'est vrai que c'était vraiment chouette. et qu'est-ce qui t'a fait du coup revenir en France? Alors, il y a eu plusieurs points économiques, parce Ouais. que finalement, voilà, l'Espagne n'a pas le même salaire qu'en France. La qualité de vie, c'est-à-dire que je vivais en colocation, donc depuis 5 ans et demi. J'en ai fait au moins une vingtaine. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que... Ah ouais, 20 colocs en 5 ans. Ouais. Bah, c'est vrai que quand tu vas dans un endroit et puis après on dit ah ouais, mais en fait j'ai besoin de cette chambre, bon bah hop, c'est parti pour trouver. Et puis enfin, voilà. Et à chaque fois j'essayais de me rapprocher de mon travail aussi, donc vu que j'ai eu plusieurs emplois, bah, c'est vrai qu'à chaque fois je me rapprochais. Et c'est vrai que les situations fait qu'aussi quand avec la coloc ça allait pas, ben tu pars et du coup c'est vrai que tu déménageais beaucoup déménager. Donc après, j'avais envie de stabilité. J'ai envie de mon chez-moi et seul. Bon, après, je suis retournée chez mes parents, donc c'était pas le même délire. Mais voilà, donc il y avait ça, le côté coloc, j'en avais marre. Alors, c'était possible d'avoir un appartement seul, mais ça veut dire plus loin de la ville, plus de trajets, enfin voilà. Vu que je voulais me former, ben, en Espagne, il faut payer, alors qu'en France, il y a quand même des moyens financiers pour pallier à ça, donc voilà. Et puis, je voulais recréer les liens avec ma famille, même si j'allais régulièrement, tous les 3-4 mois. Mais voilà, ma nièce venait de naître. Donc voilà, j'avais envie d'en profiter et vraiment d'avoir de beaux souvenirs avec elle. Donc je m'étais dit aussi, j'ai fait le tour de l'Espagne. Voilà, au pire, je peux toujours revenir. Voilà, je sais comment ça marche, je sais quoi faire. T'as la langue de ton côté. En 5 ans, t'as eu le temps Voilà. de dire por favor. C'est ça. Après, je suis partie avec un B2. Ok. Donc, ouais, quand même voilà. avec quand même un sacré niveau. J'avais le niveau, mais c'est vrai qu'après tout ce qui est le domaine médical, paramédical, je l'avais pas du tout. Je savais même pas comment on disait une couche. Donc c'est pour dire, c'est avec l'expérience du début qui m'a fait voilà, comprendre le vocabulaire, parce que dans tous les métiers, il y a des vocabulaires particuliers. Et donc voilà, une perfusion, un trocar, ben voilà, comment tu dis ça, une aiguille, enfin voilà, c'est vrai que c'est des petits mots que j'ai appris au fur et à mesure. Et du coup, après, j'ai même pensé à faire un lexique français. Et oui, et en Espagne, à Barcelone, bah, il y a le catalan aussi. Ouais, j'allais venir justement en question dans le sens, est-ce que ça a été un problème? Parce que, enfin, je prends l'exemple de l'auberge espagnole, c'est l'exemple que j'ai, mais est-ce qu'il y a une grosse différence entre le catalan et le castillan, c'est ça? Oui. Alors pour moi, le catalan, c'est un mélange de français, espagnol, italien. Ok. Voilà, c'est un petit mix. Alors il y a des mots qu'on va reconnaître, mais c'est vrai que c'est quand même un langage particulier. Et moi, pour les entretiens, j'ai jamais eu de soucis. C'est-à-dire que voilà, que je parlais pas catalan, ça posait pas de problème. Mais j'ai eu une situation pour l'anecdote avec un patient qui me parlait en catalan. Et donc au début, je lui dis voilà, est-ce qu'on peut parler en castillan, s'il vous plaît? Ah ben non, on est en Catalogne, moi je parle catalan, vous avez qu'à parler catalan. Je dis oui, mais je parle français, espagnol, anglais, allemand. Voilà, je peux parler, mais en catalan, en castillan. Et du coup, voilà, ça a été juste la seule anecdote. Après, il n'y a pas eu de souci. Après, au fur et à mesure, en fait, on ne veut pas l'apprendre, mais Oui, tu l'entends. voilà. On le retient. Et en fait, quand on me parlait en catalan, je comprenais. Et du coup, je répondais en castillan. Mais Ok, ouais. c'est vrai que c'est venu au fur et à mesure.
Et en fait, après l'équipe, même s'ils veulent parler en castillan, eh ben, c'est leur langue maternelle. Donc en fait, ils reviennent sur ça. Donc au bout d'un moment que tu dis, est-ce qu'on peut parler, après Ouais. tu lâches. T'as pas le choix. C'est ça. Voilà. Tu t'habitues au final. Et puis après, ton oreille, finalement, tu t'habitues. Mhm. Après, le Barcelone proposait des cours gratuits de Ok, catalan. Donc ça, c'était la possibilité. Moi, j'ai fait le choix de pas les faire. Parce que c'est vrai que des fois, c'était des créneaux de 5 heures. Donc tu bosses et après, tu dois taper 5 heures. Et après, je me dis, pourquoi prendre une langue si en fait, ça me sert que pour la Catalogne. Donc, Du coup, t'allais danser, quoi. voilà, je me dis... et c'est international, donc finalement, tu pouvais parler toutes les langues. Je pouvais parler anglais, français. Donc, je voyais pas l'intérêt. Et puis finalement, ça s'est très bien passé parce qu'avec les médecins, en fait, il y a des médecins de partout. C'était beaucoup d'Amérique latine. Donc, du coup, le catalan n'était pas trop un problème à ce moment-là. On va arriver sur la dernière rubrique, qui est une rubrique que j'ai inventée, que je trouve très drôle. L'instant Moula. Tu la caillasses. Le blé. Le pognon des pépettes. Alors, en fait, en France, de manière générale, on est assez pudique sur le thème de l'argent, combien on gagne et tout ça. Et du coup, pour préserver d'une certaine manière la pudicité de la France, c'est un mot que j'ai inventé, tu vas avoir une base de calcul pour définir combien tu gagnes en kilos de quelque chose. Ça peut être des gambas, ça peut être des crevettes. C'est toi qui vas choisir par le fruit du hasard, D'accord. le fruit de mer sur lequel tu vas baser ton calcul pour dire combien tu gagnes par mois actuellement. J'ai fait au pif. Ouais, comme tu veux. C'est- Tu peux choisir une carte. D'accord. Donc, Donc, c'est là où rentre la calculette. c'est ça. Est-ce que tu as ton Oui, téléphone? oui, j'ai. Ouais, ok. Cool. Ça évitera de rompre le champ avec... Donc, le salaire divisé par le nombre. C'est ça. Et après, ça te donnera le nombre de kilos que tu gagnes mensuellement. Ok. Est-ce que c'est en brut ou en net? Là, c'est du hors taxe, mais c'est la base de calcul qui est hors taxe pour ceux qui ont envie de chercher. Mais c'est pas en net plutôt, du coup. Parce net. que brut, ça parlera pas aux gens de manière générale. Alors, il faut savoir aussi qu'en tant qu'infirmière, que ce soit infirmière puéricultrice, dans le domaine un peu du médical, paramédical, on a un salaire de base. Et après, on a les nuits qui se rajoutent, on a les week-ends, on a les pieds levés, donc ça veut dire si on nous appelle du jour au lendemain. Donc c'est vrai que le salaire... C'est un système de prime, du coup? Voilà. Ok. J'ai quasiment mon salaire... Il y a la prime Ségur maintenant avec le Covid et tout. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de primes en fait. Donc au final, j'ai jamais un salaire pareil tous les mois, mais on va faire une base Selon la moyenne. base, on va dire un service basique avec 2 week-ends. Et Ouais. ce sera... On va parler sur plus ou moins ce que je mets en moyenne. 88 kilos Ok, donc tu gagnes 88 kilos de quoi? Parce qu'on n'a pas entendu. de crevettes. De crevettes biologiques, aquaculture. Grosse France, voilà. Waouh, C'est beaucoup de crevettes. ça fait beaucoup de crevettes. Ça fait de grandes paillas et je pense que ça relie bien le thème. Je reprends une dernière question après. Vas-y. Moula, puisque justement, sur les revenus, on sait que le personnel hospitalier a beaucoup manifesté avant le Covid. Ouais. Et on a oublié ça parce que le Covid est arrivé. Tu peux avoir ton point de vue sur l'argent dans le milieu hospitalier, que ce soit en termes de salaire et en termes de moyens. Oui. Alors, faut savoir que une infirmière, que ce soit puéricultrice ou infirmière standard, par exemple, pour travailler de nuit, elle est payée 1 euro, 1 euro de l'heure, en plus la nuit, brut. Brut. Ok. Donc là, ils ont décidé de doubler. Donc on est à 2 euros, enfin c'est 1,07 €, pardon. Donc on est à 2,14 €. Donc c'est vrai que le taux horaire de la nuit, je trouve qu'il est inférieur au risque et Même à la fatigue en tant qu'être humain. à la parce que, fatigue. On passe 12 heures, donc je travaille de 19 h à 7 h du matin. ouais. On Totalement doit décalé. être au taquet tout le temps parce qu'on peut nous appeler à tout moment. Est-ce que tu sais si ça est-ce que tu as un côté pénibilité qui est pris en charge pour le quand on ne travaille plus, j'ai oublié pas le chômage, l'autre, les vieux qui ont passé 70 ans, c'est La retraite. la retraite. Voilà, c'était la retraite que je cherchais. Est-ce que tu sais s'il y a un système de pénibilité là-dessus ou pas du tout par rapport à l'autre? Parce que moi, pour avoir bossé dans le monde de la restauration, nous, c'est le même tarif, peu importe comment on bosse. Mais par contre, si on a des horaires de nuit, c'est qu'il y a un espèce de quota, genre ça vaut plus pour la retraite. Voilà. Donc je sais pas si c'est le cas pour les infirmières. Ça, je sais pas. Ok. Après, ça reste
quelque chose en plus. En fait, le travail de nuit ne rentre pas dans le salaire de base. Ok, ouais. Donc c'est quelque chose en plus. Ça veut dire que si on ne fait pas de nuit, on n'est pas payé de nuit. Mhm. Voilà. Mais par exemple, sur les 12 heures de nuit, quand je fais mon poste de nuit, il n'y a que 9 heures pour eux de nuit parce que ça compte que de 21h à 6 heures du Donc matin. tu gagnes 18 € brut en plus que si tu avais simplement bossé de journée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Merci. Ben, merci pour cette. Je savais pas du tout que. Je pensais que la nuit, ça payait bien plus chez les infirmières. Ouais. Non, c'est vrai que. Après, pour comparer un peu la France à l'Espagne, en maison de retraite, je gagnais moins de 1 000 €. Donc, du coup, je faisais des babysitting à côté, en fait, pour me payer un peu mes soirées et puis mes vacances. Donc, c'est vrai que niveau salaire. Après, à Barcelone, j'ai pu doubler mon salaire parce que j'étais en clinique privée. Et du coup, et en France, c'est vrai que l'hôpital, voilà, on réclame un peu la revalorisation des salaires et des infirmières parce que c'est vrai qu'avec les responsabilités qu'on a, la pénibilité du travail et les risques, en fait, c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas assez reconnu par rapport à ça. En travaillant Nouvel An, Noël, les jours fériés, la nuit, voilà, c'est vrai que on est tout le temps là, quoi. Qu'il y ait Covid ou pas, on est tout le temps là et c'est vrai qu'on ne peut pas dire bon, allez. Il n'y a pas de malade pendant les vacances. C'est ça, on y allait, on ferme. Non, voilà. Donc c'est vrai qu'après, voilà, on nous appelle aussi pour remplacer par-ci, par-là. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, il faudrait quand même. Il y a encore des choses à améliorer et à revaloriser. Ok, merci beaucoup. J'avais 2 dernières questions. La première, c'est quelqu'un qui voudrait faire infirmière puère. Qu'est-ce que tu lui conseillerais soit qu'on t'a conseillé ou soit que tu aurais aimé qu'on te conseille? Oui, justement, j'ai eu le cas. Une copine, donc elle a une fille de 12 ans. La copine à sa fille veut faire infirmière puéricultrice et elle voulait avoir mon contact. Donc, je lui ai fait un petit vocal en lui disant n'hésite pas à faire cette spécialité parce qu'elle est juste géniale. Après, moi, je suis passée par infirmière d'abord et puéricultrice après, mais j'ai beaucoup de copines qui sont maintenant devenues des copines de la promo. Elles ont fait l'école et elles ont travaillé tout de suite en pédiatrie sans avoir la spécialité. Donc, c'est aussi une possibilité de travailler avec les enfants sans avoir la spécialité. Et il y en a qui ne spécialisent jamais, donc qui travaillent toute leur vie en tant qu'infirmière. C'est tout à fait possible. Et faire après l'école ou pas, en tout cas... voilà, et il y a des possibilités en fait. Travailler à l'hôpital, en crèche. On n'est pas obligé de faire 3 ans d'infirmière avant pour directement bosser avec les enfants, c'est ça? Pour être infirmière, c'est 3 ans quand même. Ok, ouais, d'accord. Ça, c'est la base. Je veux dire, pour la spécialité, c'est 1 an de plus. Ok, un an de plus, ouais. Donc après, la spécialité, tu peux la faire ou pas. Ça n'empêche qu'en tant qu'infirmière, tu peux quand même travailler avec les enfants. Donc, dans ce sens-là. Tu peux travailler aussi en crèche et à l'hôpital. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs. Et là, j'ai vu un post récemment où il y a une association, l'Envol, c'est pour profiter à des enfants qui sont malades des vacances, des vraies vacances. Et du coup, j'ai été bénévole l'année dernière où je suis partie 1 semaine. Et du coup, par exemple, celle qui gère ça, c'est une infirmière puéricultrice. Et du coup, elle gère en fait d'organiser des séjours avec des bénévoles infirmières et des bénévoles tout court en fait pour s'occuper d'enfants malades pour qu'ils puissent profiter de leurs vacances et en toute sérénité et en toute sécurité. Trop bien. Du coup, la dernière question, à moins que tu avais encore... non, vas-y. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un que tu connais pas? Peu importe le conseil. Moi, je dirais de suivre son cœur, de suivre ce qui nous anime, en fait, de suivre ce qui nous fait vibrer. En fait, moi, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je veux être infirmière puéricultrice? Parce qu'à chaque fois que j'entendais que quelqu'un qui travaillait avec les enfants, j'avais les yeux qui pétillaient, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, mais moi, je veux trop faire ça, quoi. Et en fait, c'est ça. C'est quand on te dit, quand on parle de quelque chose et que tu dis, ah ouais, mais en fait, je veux faire ça, et fais-le, quoi. Merci d'avoir assisté à WeCast. Partagez pour faire connaître ce métier. On s'écoute dans 2 semaines pour découvrir ensemble un commercial.